Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour vous inspirer et motiver. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, Max, c'est toujours un plaisir. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Jeff. Partagez toi-même. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai bien hâte à notre échange parce que je sens qu'on va parler à un passionné, un passionné. Donc, chose certaine, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Effectivement, je le confirme. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, nous recevons un expert international en communication, professeur et chercheur en communication internationale à l'UQAM, un parcours exceptionnel dont nous sommes très fiers, fondateur de l'Horizon et président de l'ISOC Québec. Sans plus attendre, recevons Destiny Chewali. Destiny, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour Mars, bonjour Jeff. Je tiens à vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci à toi d'avoir répondu par la positive à cette invitation. Alors, Destiny, Oui. Je viens de mentionner plusieurs éléments concernant ton parcours. Le fait que tu étais un expert en communication, notamment en communication internationale. Quelqu'un qui essaie d'en savoir davantage sur toi d'un point de vue personnel, c'est qui Destiny aujourd'hui? Alors, Destiny, je vais commencer donc par peut-être mon origine. Je suis originaire du Bénin. Je suis né à Cotonou, ma ville natale, canadien d'adoption. Ne me demandez surtout pas de faire un choix entre le Bénin et le Canada. Je suis autant fier et profondément attaché à mes racines et à mes valeurs africaines, que j'aime aussi ce que le Canada, mon pays d'adoption, incarne à travers sa riche tradition d'accueil, sa riche diversité culturelle, son histoire, son peuple et tout ce qui fait qu'on aime le Canada et qu'on s'y sent un peu comme chez soi, comme les citoyens du monde. J'ai 36 ans, je suis père, marié et père de 2 enfants. Niveau loisir, j'aime le soccer. J'aime aussi écouter la musique, notamment les musiques du monde, mais aussi beaucoup d'influences de la musique africaine, vous vous en doutez, l'afrobeat notamment, ce mélange de polyrythmie yoruba, de high life, de jazz, j'aime beaucoup. J'aime aussi les sonorités ivoiriennes et camerounaises, congolaises, etc. En fait, comme un épicurien, un bon passionné donc, de musique et de danse africaine. J'aime aussi beaucoup voyager. Je ne suis pas un globe-trotteur, mais j'ai quand même eu la chance de visiter une trentaine de pays. Bon, ça va. Oui, ça va. Pas pire. Bon, là, les avions sont cloués au sol, donc ça me fait du bien d'avoir les pieds sur terre grâce à la pandémie. Non, mais sérieusement, j'aime beaucoup aller explorer, justement, aller à la rencontre de cultures et tout ça aussi contribue à enrichir le parcours que j'ai pu avoir. As-tu une destination en particulier qui t'a marqué ou des destinations qui t'ont marqué? Oui, il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais s'il y en a une en particulier, peut-être qu'on pourrait retenir, ce serait mon voyage à Tombouctou en 2009. Tombouctou, vous connaissez peut-être l'histoire, donc cette perle et cité historique du savoir. Alors, j'y étais dans le cadre d'une mission de coopération entre la région Rhône-Alpes en France et la région de Tombouctou. Et c'était pour aller se préoccuper de ce qui se passait avec les manuscrits de Tombouctou, les fameux manuscrits, avec tout un art de numérisation, de sauvegarde, une véritable tradition familiale qui se transmet là-bas. Et j'y étais justement quelques temps avant que la zone sahélienne le soit
enclines à des attaques djihadistes. Et vous savez, il y a beaucoup de manuscrits qui ont été brûlés. Et j'en ai quand même retenu tout le charme associé, en tout cas, à ce voyage-là dans le désert subsaharien. Excellent. Et pour ce grand voyageur qui a visité plus de 30 pays, quand il était à Cotonou, dans sa jeune enfance, à quoi est-ce qu'il rêvait de devenir? Alors, bonne question. Lorsque j'étais enfant, je rêvais, un peu d'ailleurs comme tous les enfants, de devenir pilote, hein. C'est tellement parce que j'imaginais la sensation de liberté que pourrait procurer, par exemple, aux pilotes le fait de voler librement comme des oiseaux migrateurs, d'explorer mille et un horizons, différents univers. J'étais aussi convaincu que les gens qui font ce métier, ils doivent certainement avoir une énorme fierté là, d'être aux commandes d'une grosse machine, de juste pousser la manette des gaz et de décoller de la piste. Et aussi ce qu'ils doivent ressentir comme sentiment d'accomplissement à chaque fois qu'ils atterrissent aussi. Donc oui, ça me fascinait, ça me faisait un peu rêver. Mais disons qu'à l'adolescence, mon rêve a un peu évolué. Je rêvais plutôt de devenir avocat. Là, c'était quand j'étais au lycée et que je commençais à m'orienter vers des études littéraires en lettres. Puis après, journaliste et aussi diplomate. Donc, j'aime en fait beaucoup tous les métiers qui sont reliés à la pratique d'un art oratoire et à la négociation aussi, par exemple, ou à la communication tout simplement. Mais j'avoue que j'avais plus de préférence pour la diplomatie. Et d'ailleurs, à l'obtention de mon diplôme d'entrée à l'université, je me suis retrouvé face à un gros dilemme. Il fallait soit décider de poursuivre mes études supérieures dans le domaine des relations internationales et de la diplomatie, parce que j'étais le lauréat d'un concours national d'entrée à l'École nationale d'administration publique au Bénin. Et au même moment, merci. Mais au même moment, justement, j'avais obtenu aussi une bourse de l'Agence marocaine de coopération internationale pour aller poursuivre mes études en sciences de l'information et de la communication à Rabat. J'avais deux choix là aussi. Il fallait peut-être Rabat ou soit Tanger pour faire de l'interprétariat, la traduction. Mais j'ai pris la voie des sciences de l'information et de la communication. Et je vous avoue que je ne l'ai jamais regretté depuis. Vous allez peut-être reconnaître avec moi qu'entre diplomate, journaliste, traducteur, interprète, le fait d'être finalement professeur en communication internationale, c'est plutôt un très bon compromis. Donc, dans ce destiné, je suis curieux à savoir qu'est-ce qui a fait pencher la balance dans ta décision, parce qu'on s'entend que tu avais deux choix qui étaient quand même, qui sont notables et qui auraient été autant pertinentes sur les plans d'expérience et de parcours. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? En fait, ce qui avait fait pencher la balance, c'est, je pense, l'amour et la passion que je commençais déjà à avoir vraiment pour toutes les questions reliées à la communication. Juste une petite anecdote. Moi, j'ai découvert l'Internet en 1995. J'avais, je pense, 11 ans. Mon père était ici à Montréal, à l'École polytechnique de Montréal. Il était en train de faire un séjour de recherche scientifique. Et à l'époque, j'étais encore à Cotonou, au Bénin. Et c'était l'année où il y avait le sommet de la francophonie. C'était d'ailleurs dans ces circonstances que l'Internet est arrivé aussi au Bénin. Et j'étais chargé d'aller dans un cybercafé sur le campus universitaire pour souvent aller prendre les messages envoyés par courriel mon père à l'époque. Et je vous assure que j'étais fasciné à partir de là de voir la manière dont, vous savez, la petite boule, là, le globe terrestre qui tourne quand on envoyait un message à l'époque et on voyait l'enveloppe partir et atterrir. Et je me demandais, mais comment que ça fonctionne, toute cette affaire? Je n'avais pas forcément vocation à devenir informaticien, à aimer l'informatique, mais je pense que c'était là que ma curiosité a commencé à se développer pour le monde des technologies, de l'information et de la communication. Et je me disais aussi que choisir une formation en diplomatie allait peut-être restreindre mon champ et les opportunités aussi d'emploi, de travail, de carrière par la suite. Et je préférais justement aller plus en sciences de l'information et de la communication. Ah, intéressant. Tu as un parcours super intéressant.
exemplaire, je pourrais dire, sur le plan autant académique que professionnel. On parle de recherche, on parle de professeurs, de consultation. Tu es à la tête de quelques organisations que je vais te laisser en discuter. On voit un fort parallèle entre ton parcours académique et ton parcours professionnel. Comment tu t'es rendu où est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui que tu réussisses à pallier autant l'informatique que la communication? Très bien, c'est une question fort pertinente et là, vous me confrontez un peu effectivement à mon miroir, hein, au reflet de mon parcours et un peu de ce parcours justement très hybride, si on peut dire, Ouais. qui était tout le temps à l'articulation de l'académique et du professionnel du terrain. Je vais peut-être simplement recommencer à situer un peu chronologiquement comment les choses ont évolué depuis que j'ai quitté le Bénin en 2001 après l'obtention de mon diplôme d'entrée à l'université. Donc, j'ai d'abord atterri à Rabat, donc à l'école des sciences de l'information, où j'ai eu un cycle de formation de 4 ans, 2001-2005, qui a été sanctionné par un diplôme d'informatiste. Informatiste, à l'époque, c'était pour désigner les personnes qui s'occupent justement de tout ce qui était archivage électronique, administration électronique des systèmes d'information. Et d'ailleurs, mon mémoire à l'époque avait porté sur l'informatisation des administrations marocaines. Suite à cela, je suis rentré au Bénin où j'ai passé une année au Centre culturel français, aujourd'hui Institut français de Cotonou, pour avoir une première expérience professionnelle dans le milieu de la documentation et des sciences de l'information. Et j'ai poursuivi après à Grenoble pour poursuivre mes études supérieures, donc un master recherche en sciences de l'information et de la communication, suivi d'autres études de master, toujours aussi à Toulouse, cette fois-ci, en administration électronique. Et je finis en 2008 par une opportunité d'emploi à l'Agence mondiale de solidarité numérique, qui est une agence de coopération dans le domaine du numérique, dans le domaine de la lutte contre la fracture numérique. C'était un peu comme le bras droit de l'Agence française de développement sur toutes les questions qui avaient lien avec le numérique, la diffusion des TIC, des technologies de l'information et de la communication, notamment d'un point de vue de la solidarité avec les pays du Sud. Et là, j'avais un rôle vraiment de ICT for Development, comme on le dit, là, TIC pour le développement. Donc, j'étais comme un manager de projets de recherche, de projets d'études. Et j'occupais cet emploi en même temps que je faisais ma thèse de doctorat. C'était une thèse de doctorat qui portait justement sur l'évaluation des politiques et des programmes de coopération internationale dans le domaine du numérique. À la suite de ça, j'ai soutenu donc ma thèse 2013 et j'ai immigré, c'est là où j'ai immigré, je suis venu m'installer ici au Canada. J'ai dû repartir, je n'aime pas dire de zéro parce qu'on vient toujours quand même avec un background et un parcours, notamment moi j'étais en début de carrière déjà. Et ici, justement, la question se posait de savoir est-ce que je prenais l'option de tout de suite entrer à l'université ou d'aller sur le terrain, le marché de l'emploi. Et vous le savez, l'entrée à l'université n'étant pas évidente, il a fallu d'abord, dans un premier temps, que je fasse mes preuves sur le marché de l'emploi au Québec. Et j'ai commencé chez Bell. J'ai commencé vraiment au bas de l'échelon, si on peut le dire, là, avec une job de télévendeur, donc conseiller marketing. Je vendais des produits de Bell, téléfibre, Internet, etc. D'ailleurs, j'ai eu un peu de succès parce que je me suis découvert justement mon âme de vendeur et de marketeur. Là. J'étais souvent top vendeur, j'avais des bonnies, mais je ne me suis pas contenté de cela. Je savais d'où je venais et je savais aussi où j'allais. Et pour moi, j'étais persuadé que c'était juste une étape dans mon parcours. Ça a été une étape très instructive, bien évidemment. Ça m'a permis, comme je vous le disais, de renforcer un peu mes connaissances dans le domaine du marketing. Et puis, pendant que je faisais j'occupais cet emploi-là, je continuais à faire des publications académiques, des publications d'articles scientifiques et d'aller à des colloques, à des conférences. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la personne qui est devenue mon futur employeur à l'UQAM. Et en 2014, donc au bout à peine d'un an chez Bell, j'ai
pris la décision de faire le move, comme on le dit, d'aller vers l'université avec une opportunité d'agent de recherche, de chercheur postdoctoral. Et en même temps, j'avais l'opportunité de donner quelques cours en tant que chargé de cours. Donc ça, je l'ai fait pendant 4 ans. Je vous avoue que c'était quand même une forme de précarité, hein, parce qu'on était souvent rémunéré au contrat, donc c'est selon les contrats de recherche. Il fallait s'accrocher. Je me considère à la fois comme privilégié, chanceux, mais j'ai vraiment fait mes preuves et j'ai essayé de démontrer que je voulais vraiment poursuivre ma carrière académique à l'université. Et c'est comme ça que l'opportunité s'est présentée en 2018 pour devenir professeur en communication. Tu as mentionné que ça a été une période un peu précaire. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé ou du moins qu'est-ce qui t'a poussé à tout de même garder le cap sur ton objectif ultime? Alors, il faut dire que le plus important quand on est dans un parcours d'immigrant où on est presque comme obligé de refaire ses preuves et de faire un peu, disons, justement, preuve d'abnégation, d'endurance. Le plus important, c'est justement de pouvoir avoir un objectif et d'avoir un cap. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir poursuivre une carrière en recherche dans mon domaine de prédilection, la communication. Et ce faisant, les décisions n'ont pas été faciles à prendre. Hein. Quand je démissionnais de chez BL alors que j'étais team leader, à un moment donné, j'avais une belle promotion, je faisais la fierté du plancher, comme on le dit, parce que vous savez, il y avait beaucoup d'immigrants qui occupaient ce genre d'emploi-là. Et pour eux, ben, j'étais comme un exemple. Là, et personne n'a compris d'ailleurs pourquoi du jour au lendemain, j'ai décidé d'abandonner ce poste-là, de démissionner pour aller à l'université, sachant qu'à l'université, on me proposait juste un contrat normalement de 6 mois. Hein. Donc, je n'avais même pas, c'était pas pour un emploi permanent là. J'ai vraiment pris un risque, mais moi je ne voyais pas le risque, je voyais l'opportunité. Et c'est ça qui est important. Il faut toujours voir loin, au-delà de ce que vous avez sur le moment, et toujours vous dire que dès qu'on vous tend une perche et que vous la saisissez, vous avez la possibilité, bien évidemment, de vous ouvrir d'autres portes insoupçonnées. Effectivement, effectivement. En tout cas, c'est un très beau rappel. Alors, moi, je regarde Destiny qui part de Cotonou au Bénin, qui arrive au Maroc, du Maroc se retrouve en France, de la France se retrouve au Québec et qui aujourd'hui est à la tête de plusieurs organisations, dont notamment l'ISOC Québec. Comment tu fais? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours-là et puis surtout d'être à la tête de l'ISOC Québec, par exemple? C'est une question très importante parce que effectivement, on me le demande souvent comment tu fais avec mes multiples casquettes, ambitions, projets, engagements. En fait, moi, même si la recherche me passionne, je n'aime pas cette image d'un chercheur qui serait isolé dans sa tour d'ivoire et qui, d'en haut là-bas, jugerait ou analyserait la société. Non, je suis un chercheur plutôt vraiment collé au terrain. Je suis un homme de terrain, un praticien. Je suis même, des fois, je me définis même comme un entrepreneur académique un peu. Excellent. Je l'aime, celle-là. Entrepreneur académique. J'adore. Oui. Puisque, effectivement, en faisant de la recherche, je m'implique dans des projets qui ont toujours une finalité, peut-être par exemple d'orienter la prise de décision publique, politique, ou de faire le lien simplement entre le monde industriel, le monde technologique, le milieu professionnel privé et justement le monde universitaire, la recherche. Donc, j'ai toujours été impliqué dans des processus de recherche-action, de recherche appliquée, et j'ai toujours gardé aussi un peu ma casquette justement d'expert conseil parce que j'ai eu souvent beaucoup de sollicitations pour participer à des mandats d'études, de réalisation d'études ou de formation, de renforcement de capacité dans le domaine du numérique et de la communication
pour le compte de gouvernements, d'organisations internationales, l'OIF, l'UNESCO, la Commission européenne, etc. Et en arrivant à l'université, quand j'ai eu la possibilité d'avoir confirmé ce poste de professeur en communication internationale, pour moi, c'était comme finalement la synthèse de tout mon parcours et en même temps l'occasion d'avoir les coups des franges pour définitivement valoriser et agréger ces différentes expertises-là. Et donc, j'ai continué à faire ce que je savais faire le plus, c'est-à-dire, en plus de mes tâches d'enseignement maintenant, j'ai poursuivi ma recherche, mais surtout, je continue à m'investir dans des missions, dans des mandats pour le compte de différentes organisations et d'organismes gouvernementaux, paragouvernementaux aussi. Et j'ai donc créé Horizon, qui est un observatoire de recherche associé à une chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement. Oui, c'est un peu mon bébé, mais en même temps, il y a le défi qui vient avec. On est fondateur d'un organisme comme un observatoire, c'est de pouvoir justement assurer la pérennité, donc le financement des recherches, le développement des partenariats et surtout la réalisation d'études et de recherches qui contribuent vraiment à faire mieux comprendre un peu les processus de transformation numérique de notre société. C'est à ça que sert Horizon. Et à côté, mon engagement communautaire, donc je suis président du conseil d'administration de l'Internet Society Québec. Vous imaginez bien évidemment qu'avec tout ça, des fois, on passe des nuits blanches, des fois, on a du mal à concilier vie familiale et vie professionnelle. Mais en même temps, c'est ça, tous les passionnés vous le diront, là, quand on ne le fait pas quand c'est encore temps et quand on est dans la fleur de l'âge, c'est pas dans 20 ans, dans 30 ans qu'on le fera parce qu'on n'aura peut-être pas la même énergie. C'est un bon point, mais je vais renchérir sur ce que tu mentionnes. Tu dis que on voit les multiples chapeaux professionnels, académiques et autres. Comment tu fais pour gérer justement tout ce temps et d'être capable de donner ton meilleur dans toutes ces initiatives? Alors, moi, l'un des premiers défis, obstacles auquel je suis tout le temps confronté, et c'est une bataille contre moi-même, là, des fois, c'est la question de la procrastination. Vous imaginez quand vous êtes autant sollicité, que vous avez autant de projets, vous êtes engagé aussi sur autant de projets avec des échéances qui parfois se chevauchent, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous devez livrer, vous devez être vraiment au rendez-vous et les projecteurs sont braqués sur vous, on attend beaucoup de vous. Surtout quand vous ne savez pas dire non aux sollicitations là, comme moi. Et donc, ça prend forcément beaucoup d'organisation donc, dans la gestion du temps. Je vous dirais qu'heureusement, j'ai un credo qui fait que, justement, j'avance beaucoup. Vous savez, c'est Albert Einstein qui dit que la vie, c'est comme une bicyclette. Là, il faut toujours avancer parce que sinon, à un moment donné, si vous arrêtez, vous allez perdre l'équilibre, vous allez tomber là. Et moi... on dirait que ça me suit un peu. J'aime toujours avancer. Je n'ai pas peur du défi. Je n'ai pas peur des engagements. Je saisis les opportunités. Je ne vois pas les risques d'abord, avant tout. Je vois toujours justement la possibilité de réaliser quelque chose et de livrer quelque chose qui va être utile pour la société. Et du coup, ça me permet de franchir les différents obstacles tout en arrivant à gérer mon temps. Parlant du temps, là, je vais terminer là-dessus. Une autre anecdote et qui reflète un peu un trait de ma personnalité. Vous savez, par exemple, je n'aime tellement pas faire du surplace. Je n'aime tellement pas stagner que quand je me retrouve, par exemple, pris dans un bouchon, je ne prends pas les voies illégales, là, je ne vais pas faire la coup de fil, etc. Mais je vais chercher à trouver un itinéraire alternatif, même si c'est plus long. Mais en autant que j'avance, j'avance, voilà. Et ça, je trouve que ça en dit beaucoup sur même comment ça se transpose dans ma vie professionnelle. D'accord. J'aime les obstacles, mais les obstacles sont là pour être contournés, en fait. Effectivement, effectivement. Et avec ce parcours exemplaire, aujourd'hui, quelqu'un qui te pose la question de savoir quelle est l'une des réalisations que tu as le plus apprécié? Je sais qu'on ne peut pas faire une sélection, mais selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir au regard de toutes ces réalisations-là? Alors, je vais en citer deux. Deux réalisations qui me semblent les plus importantes dans mon parcours. La première, c'est celle liée à la réalisation de ma thèse de doctorat.
Comme je vous l'ai dit tantôt, le sujet a porté sur l'évaluation des politiques internationales en matière de lutte contre la fracture numérique en Afrique. Et ma thèse, je l'ai faite donc en étant en France, inscrit à l'Université de Toulouse, et en même temps que je travaillais, comme je vous l'avais dit, dans une agence mondiale de solidarité numérique qui était basée à Lyon. Et c'était ce sujet-là, ça m'a permis d'être en contact, de renouer mon contact avec le terrain africain et d'essayer de comprendre à quel point les projets qui étaient comme supposés nous aider à nous épanouir, à franchir une étape de notre développement numérique en tant que continent africain, à quel point ces projets étaient totalement nourris par des idéologies néolibérales qui créaient même une sorte de dépendance finalement technologique au lieu d'une véritable solidarité numérique qui serait vertueuse. Je vais juste vous donner un exemple, là, les fameux projets conteneurs où on envoyait des cargaisons d'ordinateurs en Afrique pour soi-disant combler le fossé numérique. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où je devrais me prononcer sur ces projets-là et ces programmes pour lesquels je travaillais parce que j'étais dans une agence qui s'occupait du développement de ces projets. Et en même temps, quand j'allais sur le terrain, que je rencontrais les fameux bénéficiaires de ces projets-là, je trouvais à quel point on ne tenait pas compte, par exemple, des enjeux liés à leur formation, comment ils vont s'approprier ces outils-là. On était dans le tout technologique et on en oubliait des fois des questions de base du genre, comment concrètement ils vont l'utiliser pour leur vie, leur réalité quotidienne. Et donc, ça faisait qu'il y avait des projets qu'on appelle les fameux éléphants blancs, des projets de tableaux numériques interactifs qui étaient envoyés en Afrique et qui restaient dans la poussière parce qu'il n'y avait même pas d'électricité dans les villages dans lesquels on les envoyait. Et donc, ma thèse a, je ne veux pas dire dénoncer, mais révéler un peu ce travers-là de la coopération internationale et du business de la solidarité, de l'humanitaire autour des enjeux de communication et de numérique et de diffusion des technologies de l'information et de la communication. Ensuite, la deuxième réalisation qui m'apparaît la plus importante au cours de ces dernières années, c'est beaucoup lié à tous les travaux de recherche que j'ai menés sur la diversité des expressions culturelles en ligne. D'accord. Très intéressant comme sujet. Oui, nos contenus québécois, canadiens, nos contenus francophones, nos contenus africains, où est-ce qu'ils sont présents, où est-ce qu'ils circulent en ligne. Écoutez, c'est tout un pan de recherche. Moi, ça me prend comme 4-5 ans que je travaille là-dessus avec des grandes organisations comme l'UNESCO, comme l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'être arrivé aujourd'hui à contribuer à sensibiliser les décideurs publics à travers mes études, à travers mes recherches, sur la nécessité d'encadrer, de réguler les grandes plateformes numériques et tous ces acteurs-là, ces géants du web, qui ne tiennent pas forcément compte, par exemple avec les algorithmes, des enjeux de visibilité des contenus locaux africains, des contenus francophones, de la riche diversité culturelle qui peut exister et qui n'est pas vraiment visible en ligne. J'ai l'habitude de dire que, par exemple, si on prend les contenus africains, ils sont en situation de minorité invisible en ligne. Et ça prend des politiques publiques, ça prend des politiques, des stratégies numériques, des politiques culturelles pour promouvoir ces contenus-là dans l'environnement numérique. Et on a beaucoup parlé de découvrabilité de contenu. Ça, c'est ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. C'est en quelque sorte la promotion et la circulation de nos contenus en ligne. Et aujourd'hui, je suis très fier et heureux de voir que le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Patrimoine Canada, le ministère des Affaires mondiales Canada, ça, ce n'est que pour citer les organismes gouvernementaux, mais aussi du côté privé, on a des entreprises de l'Internet qui commencent maintenant à être sensibilisées à ces enjeux-là. En tout cas, bravo. Oui, bravo. Puis je crois que c'est tellement pertinent du fait que, bon, aujourd'hui, on sait que le numérique est omniprésent dans nos vies. Avec toute l'information qui est accessible, oui, la francophonie, oui, les communautés méritent d'être découvertes. Absolument.
le dernier exemple que je vais vous donner là-dessus, et c'est très concret, moi j'ai eu beaucoup de frustration quand je menais ces recherches-là, parce que vous imaginez, je me heurtais tout le temps à la boîte noire des algorithmes des plateformes, parce que quand tu vas sur Netflix, tu n'as pas forcément les données des consommateurs, des utilisateurs, pour savoir c'est quoi leur préférence ou pas, parce que Netflix ne les communique pas. Et à partir de ces frustrations, j'ai organisé l'année dernière des journées d'études sur la découvrabilité des contenus francophones, où j'ai invité des joueurs importants comme TV5. Et un an plus tard, aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'avec TV5, on est enfin engagé dans un partenariat qui vient d'être annoncé il y a juste 2 semaines, partenariat entre l'UQAM et TV5, pour que TV5 mette à notre disposition les données d'utilisateurs, pas les données personnelles, hein, les données d'usage de ces utilisateurs de plateformes numériques de TV5 Monde. Et ça nous ouvre toute une possibilité de mesurer justement à quel point les audiences francophones sont intéressées ou pas par quel type de contenu, etc. Et avec tout ce beau parcours-là, toutes ces belles réalisations, on suppose qu'à côté, tu as des passions. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire quelque chose? Oui, effectivement, à côté de ma passion pour la recherche, ou je dirais en complément, comme je vous le disais, j'aime beaucoup aller à la rencontre des cultures. J'enseigne d'ailleurs dans mes enseignements, j'ai la chance d'enseigner des cours en communication interculturelle et internationale. Et donc, le dialogue des peuples, le fait de pouvoir voyager, mener même des démarches presque anthropologiques ou ethnographiques, c'est quelque chose qui souvent me passionne, mais malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de m'investir beaucoup là-dedans. Autre passion que j'ai aussi, je l'avais souligné en début d'entrevue, c'est la musique. Ma passion pour la musique africaine notamment, et la danse africaine. Ça me permet justement de me défouler quand on a accumulé des fois des charges de travail et beaucoup de stress. Une chanteuse, un chanteur? Oh, là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Je pense pas qu'il s'est préparé pour celle-là. Là. Mais on veut une réponse. On veut une réponse. Une chanteuse ou un chanteur préféré? Oui, oui. Oh, ben, je vais pas regarder loin. Hein. Je vais prendre juste notre symbole oui. Angélique Kidjo, Angélique Kidjo. Par exemple, qui a remporté plusieurs Grammy et qui fait la fierté de la musique béninoise. Et africaine. Et africaine. Mais sinon, après, j'aime aussi beaucoup les artistes nigérians parce qu'ils font J'ai toujours été baigné, moi, dans la musique de Fela parce que mon père le jouait beaucoup. Oui, donc, quand je vous parlais de l'afrobeat, ça commence effectivement par là les années 70-80, mais jusqu'à la nouvelle génération avec les Davido, les Whisky, les Burna Boy, voilà. Alors, malheureusement, Destiny, on aurait voulu continuer cette entrevue, cette très belle entrevue, plus longuement. Mais on arrive à la fin. Je pense qu'on aura une deuxième partie, ça c'est sûr. On arrive à ce qu'on appelle, nous, la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration ou même de la motivation. Et au regard de tout ce qui se passe actuellement dans le monde avec le confinement, les événements, par exemple, tu parlais de Fela, les événements au Nigeria, qu'est-ce que tu veux envoyer comme message? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de grands penseurs de ce monde et de grandes personnalités qui ont influencé mon parcours. Je me rappelle que quand j'étais encore plus jeune, avec ma taille très courte, je me faisais souvent taquiner dans les cours de récréation de l'école. Et mon leitmotiv, ça venait beaucoup de la citation de Martin Luther King qui disait « Sois le meilleur quoi que tu sois. Ce n'est pas par la taille que tu vaincras, mais sois le meilleur quoi que tu sois. » Ça m'avait beaucoup, ça me motivait beaucoup et je l'utilisais comme justement leitmotiv des fois pour finir premier de la classe, mais c'était pas ça seulement le but. Par la suite, j'ai beaucoup été influencé par des citations de Nelson Mandela et une en particulier qui donne aussi du courage à tous ceux qui entreprennent. Il disait souvent, Mandela, que cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse.
Donc, quand on ne le fait pas, on a l'impression qu'on a des murs devant nous. Et pour tous les parcours d'immigrants, là, je me dis, ça prend de croire en vos rêves, de croire en vous et de vous lancer. Et vous allez voir que, en fait, ce que vous pensez impossible, ben, en réalité, c'était à votre portée. Et un dernier message pour justement, vu le contexte d'obscurantisme dans lequel on est plongé actuellement, ça aussi, je pense que c'était aussi une parole de Mandela qui disait, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Et je pense que notre monde a besoin de plus en plus d'inspiration, de personnes qui font scintiller leur lumière pour en inspirer d'autres et de partager la vertu, la bonté, voilà, toutes ces valeurs dans lesquelles on se reconnaît en tant qu'humain. Mais en tout cas, tu m'as donné un peu la chair de poule avec ton partage et on doit te remercier infiniment, oui, pour ton partage, mais également pour tout ce que tu fais dans le bien commun de nos communautés et de la francophonie et ainsi de suite. Donc, merci infiniment d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Le plaisir était partagé. J'ai beaucoup apprécié justement d'avoir témoigné un peu, ne serait-ce que modestement, de ce parcours-là en espérant que ça puisse inspirer d'autres. Chose certaine, c'est sûr qu'il va en inspirer plusieurs. Et comme tu l'as mentionné, il faut mettre la lumière et il faut absolument se donner ce message d'espoir et d'inspiration à tous. Donc, encore merci. Merci, Desi. Maxime, c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Partagez, Jeff. Merci encore. Merci à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Donc, merci à toutes, merci à tous qui nous écoutez. Vous pouvez tous nous suivre sur nos différentes plateformes. On parle ici de YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. À bientôt.